T'as le temps de gagner de l'argent. Un CDI, tu peux vivre sans. J'ai jamais eu de CDI de ma vie et ça va. Tout se passe bien. On peut vivre sans avoir un CDI. Et j'avais énormément cette frustration et je me suis toujours dit, un jour je vais créer ma marque. Mais sans savoir quoi. Un jour, j'étais à Cape Town avec un ami. Je prends un matcha imbuvable. Je demande ce que c'est que la marque et eux, sans problème, ils te ramènent un gros pot en plastique blanc avec des écritures et en fait, il y a écrit matcha. Mais en fait, c'est du thé vert en poudre. Mais il y avait aussi de la menthe. Il y avait plein de trucs en fait, genre le thé vert représentait 50% du truc, donc c'était pas du matcha en soi. Et il me dit, mec, arrête de me parler du matcha, tu vas jamais lancer ta marque. Ça fait 3 ans que t'en parles en gros. Je lui dis quoi ? Moi ? Je vais jamais lancer ma marque. On était le 1er mai. J'ai dit, à la fin du mois, ma marque elle est lancée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Jérémy Pohu. Salut Jérémy, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va très bien, merci et toi ? Ça va super, très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Pareillement. On va parler de ton aventure qui est très axée matcha. Vous pouvez peut-être voir quelques exemples de produits ici. Tu as créé Maison Matcha en début d'année. C'est ça. Donc c'est très récent. 8 mois. C'est exactement 8 mois. On aura évidemment l'occasion de décrire un peu cette aventure au fil de cet épisode. Avant ça, tu as aussi fait pas mal de choses. Tu as notamment travaillé chez Meta, chez Google. Tu as aussi fait un TEDx. Mais la première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Dans quel environnement est-ce que j'ai grandi ? Moi, je suis né à Cannes. J'ai grandi du coup dans le sud. On a la chance d'avoir plein d'activités, la mer, la montagne. Et j'ai fait toute ma scolarité en sport-études. Okay. Je faisais beaucoup d'athlétisme. J'étais en sport-études athlétisme. Et du coup, j'allais en cours. J'avais une grande sœur, un petit frère, une petite sœur. Des parents divorcés, mais quand même très proches. Du coup, c'est comme si j'avais plus ou moins 4 parents. Donc, une très, très grande famille. On est 4 en tout. Avec 4 parents, ça fait déjà, entre guillemets, pas mal de choses. Et puis après, je suis parti vivre à Aix-en-Provence pour mes 15 ans, pour finir mon lycée. J'ai fait ma petite crise d'ado. J'ai dit, c'est fini maintenant, je vais vivre chez papa. Et puis voilà. Comment est-ce que tu as vécu tes études ? En soi, j'en ai des bons souvenirs et des fois je me dis j'aurais peut-être dû encore plus en profiter. Collège sport-études déjà dès la 6e, donc un rythme assez intéressant parce que des cours, mais aussi beaucoup de sport. Donc au final on n'était pas là on n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Les cours étaient plus ou moins accélérés, tout était un petit peu condensé. Les pauses entre le midi aussi étaient rapprochées parce que des fois t'es au collège, t'as 3 heures pour manger le midi. Autant aller au sport à 16h ou à 17h plutôt que d'avoir 3 heures pour manger, être dans la cour et pas savoir quoi faire. Donc en soi, plutôt bien. J'ai toujours été un mélange de bon élève, mauvais élève, on va dire. Dans le sens où j'étais pas top 1, on va dire, parce que je travaillais pas pour... Mais j'étais pas mauvais élève non plus, perturbateur. J'étais plutôt là un peu pour faire rigoler la classe, pour mettre un petit peu la bonne ambiance. Mais en soi, plutôt bon souvenir des études. Et puis après, le lycée, un peu plus compliqué, on va dire. J'ai redoublé ma première pour la simple et bonne raison que ils ouvraient une classe sport-études. Donc mon lycée, au début, je l'ai pas fait en sport-études. Et en fait, ils ouvraient une classe sport-études, mais j'étais le seul terminal à passer en terminale, à avoir accès en classe sport-études. Du coup, ils m'ont dit, ça va pas être possible pour toi. Moi, j'ai dit, j'avais, 14 de moyenne, tu vois, en première S. Et j'ai dit, c'est pas grave, je redouble. Comme ça, je suis en sport-études avec tous les copains et c'est génial. Ouais. Et au final, mi-août, ils ont appelé mon père pour dire, finalement, la section sportive est annulée. Donc, j'ai redoublé pour rien. Cool. J'ai fait une moins bonne année. Mais au final je faisais toujours autant de sport et ça changeait rien. Ouais. Ça a pas impacté plus que ça. Non, en vrai j'ai beaucoup aimé aller en cours entre guillemets, mais j'étais toujours cette personne qui déjà voulait souvent comprendre pourquoi et qui avait beaucoup de mal avec les choses qui étaient imposées par cœur. Si j'arrivais pas à les mettre dans un contexte qui était clair pour moi ou qui me semblait être intéressant, j'étais nul. Typiquement ce qui est malheureux à dire, mais tout ce qui est histoire géo,
j'avais pas énormément d'intérêt à ça, à comprendre dans le détail, à me souvenir des dates. Je connaissais les histoires et ça m'intéressait, mais connaître la date exacte de Clovis ou de ce genre de choses, j'ai jamais été passionné par le sujet et c'est des choses que j'ai très vite un peu dire, bon, je vais faire ce que les professeurs veulent que je fasse, mais moi, j'étais pas passionné par le sujet. Contrairement à tout ce qui est physique et surtout SVT, j'adorais ça parce que c'est concret, c'est ton corps, c'est ces choses-là. Et ça, par contre, ça m'intéressait. J'étais en spèce SVT, du coup. Ouais. En études sup, ensuite, tu vas faire une école de commerce, et tu vas aussi avoir une expérience au Brésil. Est-ce que tu veux me parler un peu de cette expérience au Brésil? À Schema, on est obligé de partir 18 mois pendant ta scolarité, pendant tes 3 ou 4 ans si tu choisis ta césure. Donc moi, j'ai fait la première année à Sofia, la deuxième année en Chine. Après, je suis rentré à Paris pour faire ma césure. Et après, j'ai fini sur le Graal, un petit 6 mois au Brésil. C'était vraiment extraordinaire. Mais c'était évident parce qu'à la fois, c'est une école, si tu veux, qui a plusieurs campus dans le monde entier. Donc, t'es avec des étudiants français, t'es dans un contexte qui est plus ou moins français. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile de partir à l'étranger. Tu peux partir en Chine, tu peux partir en Afrique du Sud, tu peux partir aux États-Unis, tu peux partir au Brésil. Donc, c'est vrai que c'était cool. Parce que à la fois, en fait, tu vas étudier à l'étranger, mais tu restes dans un cursus qui est quand même proche de ce qui est important pour les entreprises et l'employabilité, qui était quelque chose encore à ce moment-là qui m'intéressait pour être recruté par les entreprises en France. Mais à la fois, ça te donne une ouverture d'esprit aussi qui est assez incroyable parce que généralement, tu fais 4 mois d'études en fait à l'étranger et après tout le monde part 1 ou 2 mois justement pour venir profiter du pays, découvrir, voyager, aller autour. Okay. Et moi, j'ai pas eu la chance, du coup, de faire ces 2 mois. Normalement, tout le monde fait Pérou, Bolivie, Chili, après le Brésil. Et j'ai eu la chance et la malchance, on va dire, d'avoir un post chez Facebook. Et du coup, ils m'ont dit, OK, fine, mais par contre, t'as 10 jours pour venir à Londres. Du coup, j'étais là en mode, j'avais un road trip de 2 mois qui était prévu. Donc, j'annule, ok. Du coup, j'ai fait les 5 premiers jours avec les copains, histoire d'eux. Et je suis parti directement à Londres. Je suis même pas passé chez mes parents pour changer mes fringues ou quoi. Donc, j'avais un peu froid. Parce que j'avais mes fringues du Brésil, du coup, pour aller travailler. Pour une belle opportunité. Parce que du coup, tu rejoins Meta à Londres. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour Meta là-bas? En fait, Meta, je suis arrivé, j'avais 24 ans, directement en sortie d'études. Et ce que je faisais, c'est que j'étais formateur IMIA, donc Europe, Afrique, Moyen-Orient. En gros, Meta invite des partenaires, que ce soit les top agences, donc l'équivalent en France de Publicis, Webedia, GroupM, OMD, qui sont des agences qui sont monde, mais aussi France. Après, les agences un peu spécialisées françaises, qui sont des agences de publicité, que ce soit uniquement publicitaire d'ailleurs ou contenu. Il y a plusieurs types d'agences. Après, il y a la partie, les sales qui vont inviter leurs clients, donc tous les clients qu'on connaît, Coca-Cola, Orange, SFR, le Slip français, Mano Mano, toutes les entreprises en fait qu'on peut plus ou moins connaître et de l'écosystème, parce qu'ils font tous de la publicité. On les invite dans nos locaux et on fait plusieurs types de formations. Soit des formats très courts sur des thématiques très précises. Là, ça va être Black Friday, Cyber Monday, donc comment préparer Black Friday, Cyber Monday et Noël grâce à la publicité. Donc très thématique. Soit on invite toutes les nouvelles recrues, les nouvelles personnes ou bien des personnes dans des équipes qui travaillent avec les gens qui gèrent les publicités pour comprendre les bases de la publicité, ce qu'on peut faire et comment ça fonctionne, ou soit sur des thématiques beaucoup plus poussées qui vont être au niveau tracking, etc. Donc je faisais ça, j'ai fait ça pendant quasiment 2 ans, 1 an et 8 mois je crois, et je voyageais 1 semaine à 10 jours par mois, partout en Europe, Afrique, Moyen-Orient. Donc c'était génial, j'étais le petit de l'équipe, ils m'appelaient Kido parce que j'avais 24 ans quand je suis rentré là-bas. Ils avaient tous 35 ans à peu près. Et ce qui était cool à ça, c'est que ils avaient tous des femmes, des hommes, des enfants. Et du coup, ils aimaient voyager, mais pas trop. Du coup, ils me disaient, ça te dit d'aller à Amsterdam à ma place pendant 1 semaine? Je suis chaud. Ça te dit d'aller exactement. Ça te dit d'aller en Turquie, à Istanbul? Bah ouais. Ça te dit d'aller à New York? Bah ouais. Et du coup, en fait, j'ai pris tous les voyages et du coup, j'ai fait que ça pendant 2 ans. C'était génial. Surtout, effectivement, que c'est dans une phase de ta vie où t'as pas de contraintes particulières, etc. Donc, c'était le moment parfait pour cette expérience, finalement. C'était exactement ça. Comme tu disais, sortie d'études. En plus, c'était assez compliqué la sortie d'études parce que tu postules de partout et tu te fais accepter nulle part. Mais parce que d'un côté,
En fait, moi, j'ai eu ce réflexe, un peu qu'à toutes les personnes en école de commerce, c'est de se dire, je vais aller faire du conseil. Bon, la finance, non, parce que j'avais pas fait les études pour et que je suis pas du tout connaisseur, plutôt, pas connecteur, du sujet. Mais ce truc de, je vais aller postuler là, là et là, parce que c'est sympa, tu vois. Mais zéro passion pour le sujet. Et en fait, pour rentrer chez Meta, c'était facile parce que c'était assez évident pour moi, entre guillemets, parce que ça me passionnait. Le marketing, la compréhension, j'avais déjà créé des sites internet, j'étais déjà freelance, je gérais déjà des campagnes de publicité. C'est grâce à ça que je payais mes études aussi. Donc en fait, c'était une discussion plus ou moins avec les équipes de Meta, plus que de faire semblant. Alors oui, moi, machin, j'ai toujours foiré les entretiens où ils te font des petits tests. Alors là, tu gonfles le ballon. Si tu gonfles trop le ballon, ça veut dire qu'il y a une trop grosse prise de risque et du coup, paf, il explose. Viens, on discute, viens, on se pose, je t'explique ce que j'ai envie de faire, et puis on voit si ça match ou pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté humain que le côté industriel des entretiens d'embauche que j'ai jamais réussi. On m'a refusé un stage à Sydney, payé 600 € par mois, alors que tu peux même pas avoir une chambre dans une coloc, tu dois partager ta chambre à ce prix-là, en me disant ton profil est pas intéressant et tout. Moi, j'ai appelé ma mère en disant mais ok, j'ai mon master, mais je vais travailler où, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Pour qu'au final, 10 jours après, Meta me dise allez, feu, go. Normalement, on cherche un gars avec 5 ans d'expérience, mais toi, t'as bossé chez Google avant, t'as le profil qu'il faut, t'as 10 jours pour venir, quoi. Et avec un salaire qui était pas de 600 € par mois non plus, quoi. Donc, c'est vraiment pour moi être au bon endroit. Et savoir saisir les opportunités. Savoir saisir les opportunités. Et je sais plus qui disait ça, je vais sortir un nom, c'est peut-être pas du tout cette personne-là, mais je crois que c'est Einstein qui disait on mesure pas l'intelligence d'un dauphin par sa capacité à grimper un arbre. Et moi, c'est ce que je dis à tous mes étudiants, c'est que essaye de trouver là où tu es au bon endroit. Et en fait, ce sera tellement plus facile. Va pas forcer le destin, va pas essayer de te mettre à l'encontre de ce qui est nature en toi, juste pour le regard des autres, juste pour les mauvaises raisons de décrocher un CDI, de avoir 5 000 € de plus à l'année. Je leur dis tout le temps, t'as le temps de gagner de l'argent. Un CDI, tu peux vivre sans. J'ai jamais eu de CDI de ma vie et ça va. Tout se passe bien. On peut vivre sans avoir un CDI. Mais essaye par contre de 1, apprendre à te connaître, 2, savoir où tu veux aller potentiellement, mais avec un côté rêveur. Moi, je suis un grand fan du Petit Prince et quand il parle des grandes personnes qui perdent tout leur côté rêveur et qui au contraire deviennent très rationnels et très chiants, du coup, moi, je leur dis, rêver vers quoi tu tends. Imaginer. Et si c'est rien faire, être à la plage, c'est un rêve. Tu vas devoir avoir du chemin et des micro-étapes pour atteindre cet objectif-là, mais tu dois avoir un peu un endroit où tu veux savoir potentiellement aller pour te diriger et aller étape par étape, petit pas par petit pas vers cet objectif-là. Et du coup, apprendre à te connaître, savoir où tu veux aller et après faire le nécessaire pour aller là-bas parce que c'est pas le monde qui va t'amener. Meta va pas venir chez toi toquer en disant ouais, ton profil est intéressant. Et moi, la question que mes étudiants me posent souvent, c'est comment on fait pour travailler chez Google et Facebook? Comment vous avez fait? J'ai dit en fait j'ai postulé, c'est tout. Mais les gens n'imaginent même pas que c'est possible potentiellement de travailler pour ces entreprises-là, que ils vont pas postuler. Et je leur dis mais en fait c'est la base. Il n'y a pas Mark Zuckerberg qui va sonner chez toi ou qui va t'envoyer un mail en disant salut Jérémy, est-ce que ça dirait de venir bosser pour nous? Non. Et en fait, les gens voient que dire j'ai bossé chez Google, j'ai bossé chez Facebook, et en fait j'ai postulé. Mais comme je te dis, j'ai postulé dans tellement de boîtes que plein de gens ont eu aussi. Hein, et moi, j'étais pas fait pour ces entreprises-là. Tout ce qui est boîte de conseil, tout ce qui est même dans les L'Oréal, dans ce genre de trucs, le marketing plus traditionnel. Le côté sales, on n'en parle même pas. Je suis très mauvais vendeur dans le sens où j'ai du mal à faire copain-copain avec quelqu'un pour après lui dire « D'ailleurs, j'ai un nouveau truc pour toi qui est intéressant pour que je puisse toucher ma com. » Moi, si t'es mon pote, je vais te faire une réduction. Je vais trouver un endroit, on va trouver un arrangement, tu vois. Mais je vais pas faire semblant d'être copain parce que moi, je sais qu'après, je vais toucher ma prime de 800 € à la fin du mois si je signe 10 nouveaux contrats. Ah, comment vas-tu? Je sais pas faire. Ça, c'est vraiment... Donc, tous les jobs de sales, j'étais nul et je postulais pas ce qu'il fallait, mais j'ai jamais été pris. Ouais. Avant de parler de Maison Matcha, il y a effectivement une auto-expérience que tu cites qui est chez Google. Tu restes environ 2 ans chez Meta. Et parmi tes expériences, tu vas aussi
aussi travaillé pour Google, également en tant que, enfin, sur un rôle de formateur coach. T'as du coup aussi cette appétence à former les gens, à coacher les gens aussi? Je l'ai découvert, on va dire. C'est quelque chose qui, pour moi, est très intéressant parce que t'as du partage, t'as de la montée en compétences et on apprend tous des uns et des autres. C'est-à-dire que même si t'es coach chez Google, il y a des gens qui vont te poser des questions qu'on t'a jamais posées auparavant et que tu vas te dire, c'est vrai que c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Mais aussi, moi, j'aime beaucoup ce côté un petit peu formateur. Donc, comme je te dis, j'étais formateur France chez Google, comme tu disais, 2 ans chez Meta en Europe, Afrique, Moyen-Orient. Aujourd'hui, je suis enseignant en école de commerce, notamment à Schema principalement. J'ai aussi une formation sur la publicité. Et quand j'ai démissionné de chez Meta, le premier truc que j'ai fait, c'est de créer un bootcamp de formation. Mais pourquoi ? Parce que moi, je trouve que c'est tellement plus intéressant de transmettre, de comprendre la personne, plutôt que de faire ce scaling automatisé, trouver que des process où tout est ultra fait pour que ça aille rapide et vite, trouver plein de clients, faire toutes ces choses-là, qu'au final, le seul truc où t'es gagnant, c'est au niveau argent. Et au niveau apprentissage sur comment tu peux scaler encore mieux. Mais au final, les gens à qui t'as vendu tes services ou à qui t'as vendu tes formations, t'es pas sûr vraiment de est-ce que ça les a aidés ou pas. Et je trouve que se poser avec les gens, discuter, essayer de les comprendre, mais je te dis pas en mode essayer de les comprendre, les analyser, ce genre de choses. C'est comme un podcast, en fait. C'est exactement ça, tu vois. C'est ce que tu fais aussi, c'est pas forcément formation, mais c'est ce côté, déjà je m'intéresse vraiment aux gens, enfin je suis hyper curieux. J'ai toujours été ce petit gamin qui disait mais pourquoi et comment ça fonctionne et vraiment pourquoi assez relou, tu vois, mais qui au final fait que aujourd'hui j'ai pu m'intéresser à plein de sujets parce que j'ai toujours voulu comprendre un petit peu ce qui se passait derrière. Et c'était le problème que j'avais du coup avec mes profs, parce que quand ils disaient non mais c'est parce que c'est comme ça, et avec beaucoup de mes managers d'ailleurs en stage, parce qu'ils me disaient fais comme ça. Ok, mais pourquoi comme ça et pas comme ça? Parce que non, parce que regarde, moi j'ai trouvé une solution pour le faire plus rapidement. Viens, on teste, tu vois. Moi j'ai toujours été curieux, et quand on me forçait à dire non c'est comme ça qu'il faut faire, j'étais en mode oh non, j'aime pas, je peux pas. Et le côté formateur, on va dire, je me suis pas dit ouais je suis un bon formateur. Ça s'est fait assez naturellement. Mais j'ai toujours été ce pote un peu à qui on venait se confier, à qui on venait discuter. Ouais, est-ce que t'es dispo? Est-ce que je peux t'appeler pendant 1 heure? Parce qu'après, j'ai grandi dans une famille où ma mère est coach de vie, prof de yoga. Donc la communication, c'était un peu le truc numéro 1 dans notre famille, où on a grandi avec ma grande sœur. À la fois parce qu'il fallait parler, comprendre, écouter, avec un peu des temps de parole, tu vois, quand quelqu'un parle, tu l'interromps pas, tu l'écoutes et tu le laisses s'exprimer et après tu donnes ton point de vue. Et aussi sur une forte connaissance de soi-même, entre guillemets, parce que du coup on communique en plus en disant c'est quoi le pour, c'est quoi le contre. Ma mère, je dirais pas qu'elle m'a jamais dit non, parce qu'elle me l'a déjà dit, mais dans le sens où elle m'a toujours fait comprendre pourquoi il fallait faire ces choses-là, pourquoi elle me recommandait pas de le faire, et si je voulais faire cette connerie-là, entre guillemets, elle me laissait la faire à moindre mesure, mais et je les ai faites, tu vois, pour certaines d'entre elles. Et après, tu disais, voilà, maintenant t'as appris de toi-même. Et souvent, le truc, c'est plus les parents disent non, plus ils sont durs avec les enfants. C'est là où ils vont venir casser toutes les barrières et un peu toutes les rencontres, dans le sens où tu sais pas, on te force à dire non, tu comprends pas pourquoi. Si tu comprends pas pourquoi, tu vas aller chercher le pourquoi, tu vois. Alors que si on te laisse la possibilité d'aller le chercher tout doucement, tu viens pas dans cette phase où tu cherches un pourquoi entre guillemets à ta vie, et là tu fais n'importe quoi, et que ce soit au lycée, que ce soit en arrivée en seconde ou en terminale ou en études supérieures, où tu vas chercher ton pourquoi et du coup tu fais n'importe quoi. Toutes ces expériences t'ont amené à créer Maison Matcha du coup en début d'année. Alors ça a été lancé officiellement en février 2024. C'est ça. Mais j'imagine que tu l'as bossé bien avant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as eu l'idée et le moment du lancement, et pourquoi est-ce que tu as eu cette idée de créer une marque dédiée, une marque de matcha, tout ça? Ouais, pourquoi devenir
dealer de matcha, comme on dit. C'est vrai que ton branding est... C'est comme ça que je dis. Mais en gros, pourquoi Maison Matcha? En fait, il y a deux choses qui se sont passées qui, à un moment donné, se sont croisées et je me suis dit, c'est le bon moment de le faire. Je travaillais chez Meta, j'accompagnais beaucoup de personnes. Covid, je démissionne. Et puis, naturellement, je crée une agence, je deviens freelance, je lance des formations et je commence à voyager un petit peu partout. Et faut savoir que j'avais une frustration parce que la publicité, ça peut être un accélérateur énorme pour une entreprise, mais en fait, ça dépend de tout. Du produit, du prix, de ton marché, de ton image de marque, de est-ce que les gens te connaissent, de tes équipes marketing. Quand je te demande des visuels, est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce que tu les fais rapidement? Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce que c'est... Et j'avais une frustration de dire, il y a ça à faire. Et en fait, ils le font pas. Et les gens te disent, tiens, je te paye, je te donne 2000 € par mois, plus 10 000 € de budget. Et c'est à toi de faire grossir ma boîte. Et en fait, les gens ne comprennent pas que c'est juste un accélérateur, mais tu dépends de tout. Une fois que les gens ont cliqué sur ta pub, ils arrivent sur ton site. Et si ton site est pas vendeur, si ton site est mal fait, si ton prix est trop cher, si la valeur perçue est pas assez importante et toutes ces choses-là, en fait, ça marchera moins bien. Et j'avais énormément cette frustration et je me suis toujours dit, un jour, je vais créer ma marque. Mais sans savoir quoi, tout simplement. Mais parce que après, pareil, tu travailles avec 10 entreprises, elles viennent chez toi, elles font 20 000 € de chiffre d'affaires, au bout d'un an, elles font 100 000, et toi, tu gagnes plus ou moins les mêmes fees. Tu te dis, c'est dommage, tu vois. En plus, la personne, c'est pas qu'elle est pas reconnaissante, mais c'est que, après le fait que ça marche très bien, c'est devenu quelque chose de normal. Tu te dis, mais attends, je peux pas non plus faire n'importe quoi, tu vois. Et j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, je vais lancer mon entreprise. Parce que je l'avais déjà fait quand j'étais gamin. J'achetais des trucs sur les brocantes, je les revendais sur le Bon Coin. Je faisais du petit troc comme ça à l'école. J'achetais des trucs sur Amazon en gros, je les revendais. Et j'ai créé, quand j'avais 19 ans, je crois, une première marque de overboard. Je sais pas si tu vois un peu. On était quasiment les tout premiers à le faire, à les importer. On a fait 100 000 € en 7 mois. On a travaillé avec Chris Brown, avec Karl Lagerfeld. On était chez lui à Saint-Tropez pour montrer les produits. Alors on était gamins, mais en fait, ça allait tellement vite. Et que voilà. Mais j'ai toujours eu ce petit truc où j'aimais bricoler, j'aimais comprendre pourquoi et surtout, j'aimais faire. J'ai jamais eu ce FOMO un peu du passage à l'action sur beaucoup de choses. Je l'ai sur d'autres. Mais j'ai toujours dit, je vais essayer et puis on verra. Au pire, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et du coup, je me suis dit, un jour, je sais que je vais le faire. Là, c'est pas le bon moment. Je viens de démissionner. Je suis en Colombie, je suis à Bali, je suis à Cape Town. J'ai pas envie de me presser, mais je vais lancer un jour une marque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des clients qui avaient une marque de CBD. Je me suis dit, je vais lancer du CBD. Sauf que le CBD, tu peux pas faire de publicité Facebook, Google. Donc, je me suis dit, un peu mon unfair advantage par rapport à tous les autres, où c'est de savoir faire de la publicité sur Facebook et Google. En fait, je peux pas l'utiliser parce que ça fonctionne pas. Et du coup, je me suis dit, un jour, je trouverai un produit qui, à la fois, est cher mais pas cher, qui est cher et pas trop lourd pour pas payer des frais d'expédition trop lourds, où il y a un recurring, où il y a des bénéfices produits et qui est un peu stylé, quoi. Et du coup, un jour, j'étais à Bali, justement, pendant cette période où je suis parti, donc il y a 4 ans presque déjà, et il y avait du matcha, et j'en avais jamais entendu parler. Et j'étais un peu dans ma phase de découverte, en mode, ça y est, j'ai mon ordinateur, je suis un vrai digital nomade, je fais 10 000 € par mois, et je suis trop content, je travaille à la piscine, je bois ma coconut pendant que je fais mes calls, et je vais tester tous les nouveaux trucs, tu vois. Et du coup, j'avais bu un matcha, et j'avais trouvé ça, mais dégoûtant. Très honnêtement. Et je me suis dit, bon, voilà, fin de l'histoire. Et un jour, j'en parle avec une autre personne, en gros en date, et on me dit, elle prend un matcha. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais en prendre un, je vais faire semblant, tu vois, que j'aime ça. Trop bon. Mais vraiment trop bon. Et je me dis, mais c'est dingue, entre les 2 matchas que j'ai bu,
au même endroit, à des cafés qui sont à 5 minutes de scooter l'un de l'autre, il y a une différence qui est énorme. Pourquoi, tu vois? Et du coup, après, j'ai commencé à boire du matcha tout le temps parce que je trouvais ça vraiment trop bon. Et après, tu le bois comme tu veux, tu mets le lait que tu veux, tu mets plus ou moins sucré. Donc, c'est assez cool, tu vois. C'est le même produit, mais t'en fais ce que tu veux, un peu comme un café, entre guillemets, en soi. Et je me suis dit, je suis rentré en France, j'en ai bu un à l'aéroport, à Starbucks. Je l'ai jeté, direct. Déjà, tu vois, à la couleur, à la texture, au truc, horrible. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il y a du matcha en France? Autant te dire qu'à Aix-en-Provence, il n'y en avait pas, nulle part, parce que déjà, il n'y avait pas de Starbucks. Maintenant, ils en ont fait un, mais il n'y avait pas de Starbucks. Et même à Paris, même sur Internet, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques petites marques, mais il n'y avait rien de sexy. Il n'y avait pas une marque stylée de thé matcha où tu te disais, bah, je vais le tester là-bas, tu vois. Et je me suis dit, intéressant. Et là, mon petit côté geek fait que je vais faire mes recherches sur le marché, sur les marques, sur ce qui existe, sur ces choses-là. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'était encore le Covid, hein, mais je vais chercher du coup potentiellement un fournisseur et voir combien ça coûte, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et après, j'ai arrêté le projet. Parce que j'avais déjà avancé. En fait, j'avais eu les réponses à toutes mes questions. En mode, ok, il y a une opportunité, ok, c'est intéressant, il y a de plus en plus de recherches, c'est un marché qui est croissant. Je vais sur Google Trends, je vois qu'à chaque fois que j'allais sur Google Trends, donc c'est un outil qui nous permet de voir, à chaque fois, c'était en top trend. À chaque fois, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Et je me disais, ah, j'ai eu le filon, tu vois, j'avais senti le truc. Et puis, un jour, j'étais à Cape Town avec un ami, je prends un matcha, imbuvable. Je demande ce que c'est que la marque, et eux, sans problème, ils te ramènent un gros pot en plastique blanc, avec des écritures, et en fait, il y a écrit matcha, mais en fait, c'est du thé vert en poudre, mais il y avait aussi de la menthe, il y avait plein de trucs, en fait, genre le thé vert représentait 50% du truc, donc c'était pas du matcha en soi. Et j'en parlais encore à mon pote, avec qui j'habitais à Bali, avec qui j'ai découvert le matcha, tout ça. Et je disais, c'est fou, parce que le matcha, si, ça, je disais, je lui ai réexpliqué encore, je m'auto-persuadais que c'était une bonne idée. Et il me dit, mec, arrête de me parler du matcha, tu vas jamais lancer ta marque. Ça fait 3 ans que t'en parles, en gros. Je lui dis quoi? Moi? Je vais jamais lancer ma marque. On était le 1er mai. J'ai dit, à la fin du mois, ma marque, elle est lancée. Du coup, j'étais à Cape Town. Je fais une story sur Instagram, au moins. Il n'y a pas de fake, tu vois. Tu dis, on est le 1er mai, je vais lancer un projet, on va le faire ensemble, jour après jour. Et ils ne savaient pas que c'était du matcha, les gens. Jour après jour. Et on va lancer le projet. Et c'est comme ça, en fait, que... Donc ça s'est fait sur un challenge... Complètement. Un espèce de ego boost, prise de conscience, un mélange de plein de trucs. Parce que j'en parlais tout le temps et j'étais passionné par le sujet. J'étais passionné par l'idée, j'étais persuadé que c'était une bonne idée. Mais à chaque fois, je disais, ah ouais, tu vois, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Et même, je regardais des nouvelles marques qui se lançaient. Et je disais, au niveau marketing, il manque ça, il n'y a pas ça sur leur site. Vraiment, j'allais voir, tu vois, et j'étais client aussi. Mais il n'y avait pas de truc, c'était pas bien expliqué. Enfin, j'avais plein d'idées, mais je les lançais jamais. Et là, mon pote, il m'a un peu piqué au vif. Il m'a dit, mec, tu lanceras jamais. Et du coup, bah, je l'ai lancé. Alors, pas en 30 jours, mais en 42 jours, parce que j'étais à Cape Town. On est parti 10 jours en safari où il n'y avait pas Internet. Donc, compliqué pour lancer tout un projet de zéro au lancement. Donc là, on est en mai 2023. Mai 2023, c'est ça. Et du coup, d'où le crowdfunding, parce que, entre guillemets, j'avais le fournisseur, j'avais tous les contacts. C'est un ancien collègue d'ailleurs de chez Meta qui était japonais, qui m'avait trouvé les contacts de 80 fournisseurs, entre guillemets. Enfin, il m'avait fait une liste en fait. Donc c'est comme ça que tu as sourcé les Exactement, fournisseurs. Ouais. C'est lui qui est directement au Japon. Moi, j'en avais regardé que 10 par rapport à ce qu'il me fallait faire un tri, hein, de toute façon. Après, je suis rentré vraiment en contact avec 3 qui m'ont envoyé des échantillons. De là, j'ai choisi celui qui semblait être le plus intéressant, qui avait le certificat biologique JAS organique, le certificat bio japonais, qui travaillait, c'était une petite famille, c'était un truc intéressant, j'aimais bien l'histoire et ils étaient cool. Et en fait, à chaque fois qu'on parlait avec eux, ils parlaient vraiment
de la famille, de leur savoir-faire, de tout ça. Et c'était pas l'aspect marketing. Alors si tu l'achètes par 1000, et ben là on te fait un prix. Tu vois, il y avait des boîtes, c'était beaucoup trop. Tu sentais qu'il y avait des investisseurs derrière. Moi j'aimais plus le côté tranquille. Tu vois, viens, on va faire ce petit projet ensemble parce que moi c'était plus un rêve, un kiff au début. Tu vois. Quand c'est des très grosses quantités, tu peux aussi te poser des questions sur la qualité du matcha, quoi. Exactement. Et puis c'était, je me posais des questions et puis moi je fonctionne beaucoup à l'affect. Et là ces gens-là, c'était peut-être très bien ce qu'ils faisaient. Mais j'aimais bien discuter un peu avec le petit papy. C'est beaucoup dire, pas vraiment un papy d'ailleurs, mais tu vois, tu travailles avec des agriculteurs, entre guillemets, ou des gens qui connaissent vraiment les agriculteurs. Et c'est quelque chose qui... J'ai eu un petit pic, tu vois. Et puis du coup, de là, on a créé notre propre blend. Donc en fait, notre matcha est unique parce que en fonction du goût, en fait, j'ai créé un peu celui que je préférais. Et du coup, ils m'ont créé plusieurs blends en fonction des... Quand tu dis blend, c'est... Un mélange de feuilles de différentes régions pour créer en fait ton matcha que tu veux en fonction du goût, en fonction une note plus ou moins sucrée, un goût plus ou moins fort de thé, un goût qui reste plus ou moins en bouche, qui est plus naturellement doux, avec amertume, sans amertume, ce genre de choses. Et en fait, quand j'ai bu celui-là, j'en ai bu plein au final, vraiment. Ouais, t'en as testé plein. J'en ai testé plein et puis donc du coup, ils m'en ont proposé 3-4 et il y a celui que je préférais. C'était le plus cher, forcément. Mais à cette étape-là, j'étais pas en train de réfléchir à mes marges. J'étais en train de dire, je vais faire découvrir un produit que je kiffe à plus de gens avec mon univers et mon idée, entre guillemets, de ce que ça devrait être en France. Et du coup, go, crowdfunding, parce que projet, idée, pas d'argent. Et surtout, moi, c'est ce que je recommande toujours à des gens qui lancent leur boîte, c'est faut qu'il y ait un côté rêveur, mais faut qu'il y ait un côté réel, et c'est le marché. Et en fait, à partir du moment où t'expliques aux gens ton produit, parce que je forme aussi pas mal de startups, et des fois tu leur expliques un truc et ils disent oui mais. Ils vont poser à d'autres questions, les gens vont dire oui mais, ils vont dire oui mais. En fait, ils vont toujours essayer de contredire ce que tu leur dis au lieu d'écouter et d'essayer de réfléchir à un repositionnement ou juste tu changes un mot dans ta phrase, tu changes ta phrase sur ton site, tu changes... Parce que là-dessus, soit ça va pas marcher. Et moi, j'ai pas envie de me mentir à moi-même. Et du coup, j'ai appliqué, entre guillemets, ce que je recommandais à tous mes clients, c'est test. Et du coup, crowdfunding, je crois que j'avais investi 3-5 000 euros, tu vois, un peu market, un peu de branding, un peu de tout ça. Et même pas, non, 3 000 euros. Et encore plus sur un produit physique où tu dois quand même passer un minimum de commandes. Du coup, forcément, ça t'engage aussi. Du coup, le fait de tester le marché, c'est ça. C'est quand même, tu le testes directement. Si t'as pas suffisamment de précommandes, entre guillemets, t'arrêtes le projet. Alors que si t'as suffisamment de précommandes, là. Exactement. Le but, moi, c'était 100. Je me suis dit, si j'en fais 100, je livre les gens. Je suis content. J'ai créé ma marque, tu vois. Et puis, en fait, je voyais vraiment pas ça comme un business. Je voyais juste, je vais faire mon petit kiff. Surtout que c'était pas ton activité principale. Ah, pas du tout. Moi, j'avais une agence à full time. Exactement. On était en train de se développer. Ça fonctionnait très bien. C'est aussi ça qui t'a permis aussi de te dire, je me mets pas plus de pression que ça. Ah, complètement. J'avais pas besoin de ça pour manger, entre guillemets. Et puis, c'était plus en mode, je dis à mes clients de faire tout ça. Ils le font pas. Je vais essayer de le faire pour moi. Et en plus, avec ce produit qui, je pense, a les opportunités business, mais aussi que je kiffe et qui est hyper mal connu en France, quoi. Tout le monde, et on en parlait tout à l'heure, le premier matcha que tu bois, tu l'aimes pas. Et j'ai souvent dire, c'est comme le premier café que tu bois aussi. Personne ne m'a déjà dit, moi, première fois que j'ai bu un café, j'ai trouvé ça délicieux. Et au final, avec le temps, tu vas boire ton café tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et donc, je me suis dit, allez, go, on lance, on verra bien. Au pire, je fais moins de 100 commandes. Les gens sont remboursés. Et moi, j'ai testé le truc. Si je fais plus de 100, je livre les gens. Si je fais plus de 300, je lance la marque. Okay. Et au final, on a fait 560. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut y aller. Et voilà, c'est comme ça que c'est lancé, entre guillemets, Maison Matcha de façon plus concrète. Donc, la fin du crowd, c'était fin 2023. On l'a fait ça a duré qu'un mois. On l'a fait ça a duré qu'un mois, okay. Ouais. Mi-juillet. Avant on a fait une quoi. prolongation, c'est ça. Normalement, c'était un mois. On a fait 4 semaines de plus. Donc, en gros, en mai, j'ai tout préparé. En juin, j'ai lancé. Et en fait, Ulule, la plateforme de crowd avec qui on travaillait, m'ont proposé de faire une prolongation parce que le projet plaisait. Trop bien. Et du coup, on a fait 2 semaines de prolongation. Et on a fini le 14 juillet, je crois d'ailleurs. Okay. On a fini le 14 juillet. Et de là, on a dit, on a fait 560, quoi. Donc, go.
Et toutes les galères qu'on a eues après ont fait que on s'est lancé que le 16 février. Est-ce que tu peux me raconter ces galères? Parce que c'est hyper intéressant. En fait, tu te dis, ok, j'avais déjà un fournisseur. Après, tu te dis, je vais réfléchir au branding. Déjà, c'est le première étape. Parce que moi, j'avais créé un branding, mais c'est pas que j'y croyais presque pas à ce projet, mais je me suis dit, je veux surtout voir est-ce que les gens sont intéressés par le matcha, plus que par la marque en fait qu'il y a derrière, et par le bon matcha et les bienfaits que ça a et la manière dont on peut le consommer. C'était plus ça. Je voulais pas que les gens achètent ma marque à cette époque-là, c'était vraiment tester le produit sur le marché, product market fit. Mais après, une fois que tu sais que tu vas investir de l'argent, tu te dis, bon par contre, là, va falloir que je fasse un truc qui est quand même assez sympa. Je vais pas dire juste le produit. Et vu qu'en fait, j'avais très peu de marques qui me faisaient rêver, voire pas du tout sur le matcha en France, et même à l'étranger, que je me suis inspiré d'autres business pour avoir une idée assez sympa. Typiquement, notre packaging est vraiment différent des tins en aluminium que je trouve pas forcément belles, pas forcément pratiques. Même au niveau logistique, tu vois, ça passe en colis, vu que dès que ça fait plus de 3 cm. On peut montrer peut-être Il est là. le packaging, si tu Juste peux montrer là. à une cam. Il est beau. qui se différencie aussi Il est doux. des petites boîtes en métal Exactement. qu'on peut retrouver. Parce que moi, je trouvais pas ça beau. Au niveau branding, tu peux rien faire de fou. Et en fait, moi, je voulais qu'on puisse reconnaître facilement le truc. Aujourd'hui, tu vois un sachet comme ça, tu reconnais que c'est du matcha, tu vois le logo. Et puis c'est doux, t'as cet aspect soft touch, ceux qui commanderont pourront voir le côté très doux du coup. Dedans il y a 30 grammes du coup 30 grammes, exactement, ouais. Ça correspond à peu près à un mois si t'en prends tous les jours avec une dose normale. Matcha, moi ce que je dis toujours, c'est un peu une matière première. T'en mets beaucoup, pas beaucoup, t'en bois souvent, pas souvent, t'en fais un gâteau, t'en fais un latte, t'en bois de manière traditionnelle, tu mets du lait coco, du lait d'avoine, du lait de vache, tu rajoutes du sirop du sirop de vanille, tu le mets chaud ou froid, t'en fais ce que tu veux. Et du coup, on a validé le crowd, on a reçu l'argent, et là, on s'est dit, comment on fait, tu vois. Et là, on se renseigne sur tout ce qu'il faut faire. Le branding, le logo, le packaging, le fournisseur, la commande. Et tu te dis, ok, donc on a créé quelque chose, maintenant il va falloir assurer. Le premier problème qu'on a eu, c'était par rapport au label bio. En fait, j'ai compris ce que c'était que le label bio, en France, en Europe, et dans tous les pays, parce que chaque pays, entre guillemets, a son propre label bio. Et en fait, je me suis dit, mais ça coûte une blinde pour rien. En fait, on t'autorise à mettre bio avec une étiquette pour quelque chose qui, de nature, est déjà bio, en fait. Mais t'as pas le droit de le dire parce que t'as pas payé. Parce qu'en fait, c'est d'autres tests qui sont faits au niveau français, au niveau européen. Donc agriculture européenne biologique et AB Bio, je crois que c'est français. Oui. En fait, je me suis beaucoup intéressé sur le sujet parce que, en fait, c'est un peu comme si tu manges des nuggets en Nutri-Score A, tu vois. C'est certifié, mais ça veut pas forcément dire que c'est meilleur qu'un truc qui est pas bio, tu vois. Et le matcha de base, c'est un produit qui est hyper bon pour la santé, qui est fait d'une manière traditionnelle, hyper respectueuse de l'environnement. On a déjà le label biologique japonais parce que c'est fait sur des terres japonaises. Et en fait, tu as un droit d'entrée qui, par sachet, te coûte hyper cher parce que tu veux pouvoir l'utiliser en marketing. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de ça. On en revient à mon côté un peu. Pourquoi, tu vois ? Pourquoi je devrais payer ? Je vais juste expliquer aux gens, en fait, ce que c'est et pourquoi nous, on a choisi de pas avoir ce côté bio. On peut pas dire que c'est un matcha biologique légalement en France, mais je vais expliquer pourquoi. Et je vais pas être soumis à cette contrainte de tu payes sinon t'as pas le droit de le dire, tu vois. Bah non, en fait, je vais juste expliquer pourquoi on a choisi de pas le faire. Parce qu'il est tout à fait bon, organique, pour pas dire bio, et que les normes japonaises en plus sont parfois, sur certains points, même plus souvent, plus compliquées à avoir que le label bio en France. Mais si tu veux revendre... Et du coup, je me suis dit, j'aime pas ce côté micmac, ce côté un peu mafia, tu vois. Et je me suis dit, bah non, je vais pas le faire et je vais l'expliquer aux gens.
Et du coup, c'est le premier choix. Mais déjà, ça prend du temps. Ouais, je comprends. Ce label bio, justement, européen, français, le coût, c'est quoi? C'est un droit d'entrée? C'est par produit? Enfin, c'est Alors, pour pas dire de bêtises, tout est à vérifier, de ce que je veux dire à partir de maintenant. Mais en gros, tu dois faire évaluer ton produit en fonction de est-ce que donc la terre, le produit, la matière première déjà de base, les champs au niveau de tout ce qui est pesticides, tout ce qui est voilà, de la terre, etc. Parce que même si tu mets pas de pesticides, mais que tu as une usine nucléaire juste à côté, bon, voilà. Après, tu as la manière dont c'est mis en sachet. Enfin, il y a plusieurs trucs que tu es censé déclarer et vérifier en fonction de ce que toi tu fais. Tu dois payer plus ou moins beaucoup si tu es le fournisseur. Si la personne te l'envoie en France et en Europe directement dans des sachets, si tu envoies déjà le produit et que c'est toi qui le mets en sachet. En fait, il y a plein d'étapes, plein de choses là. Et en fait, tu dois payer. C'est un petit peu comme une licence, hein. Mais c'est un peu comme une licence aujourd'hui pour dire que, je sais pas, t'es prof de ou un label Aerox, tu dois payer Ouais. Aerox pour dire que tu donnes des cours d'Aerox. Sinon, c'est un peu comme CrossFit, c'est des marques en fait. Bah là, c'est un peu pareil et c'est comme un gage de qualité. Mais ouais, moi, je suis toujours ce principe de un peu éducation. On en revient au même. Et je me suis dit, en fait, bah non, j'ai pas envie. Mais du coup, ça, le temps que tu en prennes conscience. Parce que moi, bio, c'était obligatoire. Je voulais que le produit soit bon, forcément. Mais quand tu dis, en fait, il est bio, mais t'as pas le droit de dire qu'il est bio et que tu machin, et en fait, tu dois payer et ça te coûte tant de plus par. Waouh, tu vois, le temps que tu prennes toutes les informations, que tu demandes à plein de gens, et que tu essayes de comprendre et surtout que tu veux pas faire de conneries, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Du coup, tu le fais pas. Après, tu fais importer ton produit, il y a des problèmes. Après, tu essaies d'avoir les quantités. Après, tu as les accessoires. Après, tu as les partenaires. Tu dois tout recevoir. Tu dois attendre ton logo avant d'avoir ton packaging. Et au final, tu vas changer la couleur, mais tu dois avoir une confirmation de ci, de ça. Et en fait, tout prend du temps parce que ton matcha, il est prêt, mais t'as pas de logo, du coup, t'as pas de sachet. Et c'est en fait, c'est un enfer. Mais je voulais bien faire les choses. Comme je faisais pas ça pour l'argent, bah en fait, j'ai pris le temps et j'ai compris. Comme j'expliquais, je voulais savoir tout ce que je pouvais pas faire avec mes clients, et du coup j'avais envie de comprendre tout ce qui existait, et du coup bah j'ai tout documenté, j'ai tout expliqué, et puis du coup entre le 14 juillet on a fini le crowd et on a fait le lancement le 16 février. On a ouvert le site, faire un événement de lancement sur Paris, et on a fini le site internet genre la veille jusqu'à 2h du mat, quoi, parce que fallait attendre le produit, fallait attendre tout ça, l'identité de marque, le site, les fonctionnalités, le tracking, et en fait tout a pris du temps. Et je me suis dit bon bah voilà. Et puis sachant que je voulais pas développer la marque tant que j'avais pas livré les gens qui avaient précommandé. Ce qui est normal, je me suis retrouvé à faire 560 premiers à t'avoir fait confiance, donc logique. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que malgré toutes ces difficultés, etc., tu le documentes. Et ce qui fait aussi que les gens, les plus de 500 personnes qui t'ont fait confiance sur cette campagne aussi ont été au courant de l'avancée de ce projet en fait. Et pas en mode putain, j'ai participé à la campagne en juillet. Je sais pas, on est en janvier, j'ai toujours pas reçu le produit, tu vois, entre guillemets. C'est exactement ça, et ça, Ulule, en plus, l'explique très bien, mais après, ça part un peu d'un bon fond, tu vois. Les gens, ils t'aident à financer un truc. Oui, c'est logique. T'es pas là en mode, bon, bah, maintenant que j'ai l'argent, je me démerde et je t'envoie le produit quand il est prêt. T'expliques les galères et les gens comprennent. Les gens généralement, qui font du crowd, ils sont très bien. Et surtout, si t'expliques. Ils savent qu'il y a toujours des aléas. Et puis, vraiment, le but, c'est la transparence. Et moi, j'aime dormir sur mes deux oreilles, tu vois. J'ai pas d'ennemis parce que j'aime dire les choses que ça aille pas. J'aime écouter les gens, j'ai pas de conflit, et c'est pareil dans le business ou même là avec la marque. Je vais pas essayer de faire ça, faut pas que je le dise parce que sinon où ils vont s'inquiéter. Je dis bah désolé, j'ai fait une erreur moi. Du coup on a 2 semaines de plus de retard. Je suis très sincèrement désolé. Merci de votre compréhension. On est une toute petite équipe, on commence. Et en fait les gens sont limite contents de participer du coup à un projet et t'apportent du soutien. Et du coup, le fait de faire la technique de l'autruche en mode tu le sais pas, t'angoisses, tu le dis pas, tu crées une frustration des deux côtés. Alors que si tu communiques, toi tu te dédouanes d'un truc en mode t'expliques, je te dis la vérité, voilà ce qui se passe, c'est bon, je t'ai dit, t'es au courant. Et la personne elle dit ah mais je comprends, et puis en vrai c'est vrai que moi j'ai pas connaissance de ça, mais du coup je comprends, et en fait elle te renvoie un peu la balle et une source de motivation. Et du coup, bah après, t'es tranquille, quoi. De toute façon, quand t'es clean, généralement, tu dors forcément mieux, et puis c'est bien, ouais. Donc, tu fais tes premières livraisons et tu lances ton site en février dernier. Tu fais aussi une soirée de lancement. Il y a un événement sur lequel j'ai envie d'aller, c'est t'as lancé un pop-up aussi. Ouais.
sur une période d'une 3 jours. 3 jours. 3 jours, c'est ça. Et où t'as fait un bon coup de com, un bon coup de com marketing aussi. C'est que t'as offert, tu offrais les matchas. 1000 matchas, ouais. 1000 matchas. Est-ce que tu peux me raconter un peu ces 3 jours de pop-up et l'impact que ça a eu sur ta marque aussi? Ouais, bah, le pop-up, c'est une sacrée histoire. Enfin, c'est pas une sacrée histoire en soi, y a rien de fou. Mais c'est génial la manière dont ça s'est fait parce que j'ai un background digital, je crée une marque e-commerce, mais j'ai aussi décidé là récemment d'arrêter de voyager, de m'installer à Paris pour vraiment avoir une proximité. Proximité pour rencontrer des gens, comme on est en train de faire aujourd'hui. Une proximité avec les clients en faisant beaucoup d'événements, avec les influenceurs avec qui je travaille. Et j'avais envie de ça. Le site internet fonctionnait bien. Mais beaucoup de gens, j'avais plein de messages qui disaient j'ai peur de goûter, de pas aimer, ou beaucoup de gens l'achetaient mais savaient pas le préparer. Moi j'ai fait tout le SAV sur WhatsApp, j'ai donné mon WhatsApp et des fois j'ai des personnes qui me disaient ah j'arrive pas à faire mousser ou j'en mets trop ou machin et du coup je leur faisais des petites vidéos. Je disais alors Sylvie voilà regarde, essaye de pas que ça touche le fond quand tu fouettes. Vraiment j'adorais ça tu vois. Mais je me suis dit est-ce que c'est pas mieux de le faire en vrai? Et la vie a fait que un jour on m'a proposé en me disant si tu veux, tu peux avoir un local à disposition pendant 2 semaines pour faire ton pop-up. Et je me suis dit 2 semaines non, parce que c'est un métier. Par contre, 3 jours, on peut tenir le rythme, on peut le faire. Mais encore une fois, on veut faire goûter aux gens. Et faire goûter aux gens, du coup, faut l'offrir, tu vois. En fait, on est tellement sûr que notre matcha, ce sera ton futur matcha préféré, c'est notre baseline, que si tu le prépares bien et si tu goûtes ce que c'est que du vrai matcha, tu vas l'aimer, tu vas le préférer. Venez goûter, en fait. Et ça a super bien marché. On a ouvert, donc on a eu 10 jours pour tout préparer. Moi, j'aime bien les coups de boost comme ça. On parlait du passage à l'action, j'aurais pu dire non, mais on n'a pas le temps, les affiches. Oui, on n'a pas fait toute la devanture. Oui, on n'a pas refait tout. Oui, il n'y avait pas tout qui était brandé maison matcha. Mais c'est pas grave, en fait. Le but, c'est de faire. Sinon, je l'aurais fait dans 1 an, mon pop-up. Et du coup, on a invité les gens. On ouvrait à 11h. À 9h, j'y allais avec Barbara, qui bossait pour moi. Avec moi. Il y avait déjà 40-50 personnes devant le truc. À 10h, il y avait une centaine de personnes devant le truc. Et nous, on était en train de laver le sol, tu vois. Et de faire nos préparations, et d'organiser le lait, tout ça. Et là, on s'est dit, je pense qu'on n'est pas prêt, en fait. Parce que c'est pas notre métier. Parce que nous, on a fait ça en mode, c'est trop sympa d'en parler, de faire plein de vidéos qui font le buzz sur TikTok, sur Insta. On travaille avec le Guide Ultime aussi, qui nous ont donné un énorme coup de boost. Merci Nora, d'ailleurs. Et là, on a ouvert la porte. Et en fait, naturellement, on se les jouait un peu Cédric Grolet, parce qu'on pouvait pas faire rentrer les gens. On pouvait pas faire rentrer tout le monde, en fait, sinon c'était un enfer. Et du coup, on faisait rentrer les gens 8 par 8. On expliquait l'histoire. Pendant qu'on prenait les commandes, on préparait et on travaillait avec Pingu, qui fait du 3D latte art. Et du coup, qui nous faisait des petits chats en mousse de lait. Les gens goûtaient, on demandait des avis. Et on avait une petite boutique, du coup, pour dire, t'as goûté, c'est bien. Et le nombre de personnes qui on a dit, je vais goûter parce que de base, j'aime pas ça, mais bon, soit j'accompagne une pote, soit je vais tester vu que c'est gratuit, faut être honnête. Et au final, ils ont dit, vous vendez des sachets ici ou pas? Parce qu'ils disaient, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai pu goûter dans d'autres cafés ou bien d'autres marques que j'ai commandées sur Amazon ou ce genre de choses. Et en fait, c'est tellement facile quand tu sais que ton produit est bon. T'es capable de l'offrir parce que tu sais que les gens vont revenir. Et du coup, ça paraît une idée marketing un peu stylée, un peu folle d'offrir 1000 matchas. Mais ce qui faisait surtout beaucoup rire les gens, c'était 1000 matchas offerts et surtout, le café était à 1 000 €. En fait, en gros, viens. Okay. Si tu bois du café, on t'en fait, il est à 1 000 €, tu vois. Et du coup, c'était vraiment notre baseline, tu vois. 1000 matchs à offert, un café égale 1 000 €. Et on a travaillé là-dessus en disant on est le café le plus cher de Paris. Et du coup, ça faisait beaucoup rire les gens. Et en expliquant un petit peu la marque, en expliquant ce que c'est le matcha, en leur montrant comment le préparer devant eux. Et en faisant un peu de 3D latte art, du coup, avec Pingu pour le côté fun, beau, esthétique. Et surtout que les gens fassent des photos. Et en fait, au bout d'une journée,
je crois que c'était, je sais plus l'heure exacte, mais genre 13h ou 14h le samedi. On avait déjà fait les 1000 matchs à offert. Et quand on l'a annoncé, les gens qui étaient dans la queue étaient là pour le match à offert. Donc, t'as peut-être un bon 30-40% de gens qui sont partis en mode, bon, bah, je vais pas le payer. Et après, les gens, au final, sont restés. Il y en a même qui sont venus, qui l'ont eu offert la première fois et qui, après, on en a acheté 3 au final sur les 3 jours, tu vois. Parce qu'ils revenaient, parce qu'ils repassaient. Et c'était vraiment un vrai kiff. Franchement, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma marque. C'est de dire, j'ai une idée, passage à l'action, et on prend du plaisir. Et on fait ça bien, intelligemment, mais tout en prenant une dose de kiff et de partage avec les gens. Et aujourd'hui, le matcha, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de... Soit je l'achète sur Internet, sur une marque. Tu vois, il y a plusieurs marques, il n'y a pas vraiment de marque forte. C'est un peu notre objectif. D'être une marque, une love brand, entre guillemets, que les gens aiment la marque parce que notre produit est bon. Soit tu le bois dans des cafés qui sont plus ou moins bons, mais pareil, t'as pas d'attache spécifique. Et puis, ben, si t'habites dans un arrondissement où t'habites pas à Paris déjà, va en chercher, trouver ailleurs. Donc, nous, le but, c'est maison matcha, du Japon à la maison. On prend tout le savoir-faire, le produit, le meilleur, et on l'amène chez toi et on t'explique comment le faire dans un café pour qu'au lieu que tu payes 6 balles ton matcha latte, bah, ça te coûte 34,90 € pour en faire 30 et que tu kiffes tout autant, voire plus. Parce que t'as pas à sortir de chez toi, t'as pas à te déplacer et t'as pas à faire ce genre de choses. Ouais. Et c'est un peu, nous, l'idée de base qu'il y a derrière tous nos événements et tout ce qu'on va faire. Et le pop-up, c'était une évidence, mais c'est quelque chose qui s'est présenté à nous, qu'on a fait en 10 jours et qui a fait que la marque a vite grossi après. Ouais, je comprends très bien. Ça va faire du coup un peu plus de 8 mois que la marque existe. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la marque? Ça peut être de matchs vendus, etc. Pas forcément financier, mais Ouais, non, bien sûr. sur tout ça. C'est le matcha, on va dire. Au début, on a commencé le tout premier mois, on faisait 2000 €, tu vois. Déception. Lancement. Crowdfunding, tu fais 560 précommandes. Là, tu lances, t'en fais 50, tu vois. Tu te dis, waouh, tu vois, t'envoies un colis par jour, t'es presque déçu, t'as envie d'avoir beaucoup plus de travail. Mais je voulais pas, encore une fois, lancer les pubs directes parce que je me dis, il y a moyen de se faire connaître après. Donc les chiffres qui sont importants pour Maison Matcha, on va dire déjà le premier c'est 137. Ça c'est parce qu'il y a 137 fois plus d'antioxydants que dans le thé vert classique. C'est le premier. Sinon Maison Matcha aujourd'hui c'est une marque qui, on va dire, là le 18 du mois on a dépassé notre record de chiffre d'affaires et généralement toutes les fins du mois on augmente. Je pense qu'on va faire assez facilement 400 000 € la première année. Et c'est quelque chose qui est plutôt cool parce que je m'étais dit, encore une fois après le crowd, si je fais pas 100 000 € la première année, je continue pas. Et là, on va arriver dans les 400. Et surtout que je sais que j'ai ma carte joker de la publicité qui est là, tu vois. Là, je fais pour entretenir, c'est le strict minimum, mais je sais que je suis pas en phase de scaling. Je suis en train de travailler tout mon bas de funnel, d'essayer avoir un max de recurring clients. On va bientôt lancer l'abonnement. On est déjà à 32% de clients récurrents. On teste toutes les méthodes de communication. On travaille énormément notre emailing, notre base d'email, notre expérience client. Là, typiquement, on va lancer les échantillons pour pallier au problème de je veux pas mettre 35 € alors je suis pas sûr de connaître. Donc là, on va lancer des échantillons. On va lancer de l'abonnement. Une fois qu'on a fait tout ça, là, on a lancé plusieurs produits. On a lancé le Rose Latte en début du mois pour Octobre J'ai Rose. vu ça. C'est un carton. On est en précommande, mais en fait, on a sold out. Donc, c'est assez marrant parce qu'on se dit, on va en précommander. Et en fait, on a déjà vendu tout ce qu'on avait prévu de vendre, alors qu'on ne les a même pas reçus. Et tu te dis, c'est génial. Du coup, on va prolonger. C'est un peu une exclue. Les gens pensent que c'est que pour octobre, mais voilà. Donc, on va le prolonger. Et là, en fait, on a ce qu'il faut. On veut pas trop s'éparpiller. Et là, on va commencer à travailler et à faire en sorte que les gens achètent plus souvent, pour plus cher. On a un super coffret à Noël avec plus d'accessoires, avec le bol. Et une fois qu'on aura augmenté notre panier moyen, augmenté notre lifetime value de nos clients,
qu'on a des loops d'email qui sont faites, une stratégie de retargeting qui est parfaite, de la fidélisation qui fonctionne, un côté hyper friendly. Là, on est en train de travailler énormément la communauté, on fait beaucoup de jeux concours, on est déjà à 15K followers en 8 mois. C'est beaucoup et pas beaucoup, hein, parce qu'il y a certaines marques qui ont eu 30K followers en 24 heures, parce que c'était des influenceuses qui l'ont lancé. Mais pour moi, c'est énorme d'avoir 15K followers en tant que marque. Bien, ouais. Et on travaille comme ça, on crée des communautés, on essaye d'être une marque cool. C'est-à-dire que quand les gens follow, il y a un message qui est envoyé où on explique un peu la marque, tu vois. Et ça, d'ailleurs, c'est peut-être un petit tip que je peux donner, c'est que on se tue, on fait tout ce qu'on peut pour gagner des followers. C'est vraiment un peu notre vanity metrics numéro 1. Et en fait, quand les gens nous follow, on devient snob, mais de ouf, parce qu'on fait, c'est normal. On follow pas back, ce que je peux comprendre, mais on n'envoie même pas de message de remerciement, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis à toutes les startups que j'accompagne, c'est tu me parles tout le temps de tes followers Instagram. Tu as créé ton compte Instagram avant d'avoir ton numéro de sirette. Et quand quelqu'un te follow, alors que toi, tu as tout fait, tu as soit fait de la pub, soit tu as boosté tes vidéos, soit tu as fait des jeux concours pour gagner des followers, dès que tu as un follower, tu deviens snob, tu dis c'est normal. Bah non, envoie un message, dis merci, fais un truc. Je dis pas d'offrir un code promo, de faire force, mais juste dis merci, tu vois. Et ça, les gens adorent. Parce que d'un coup, tu engages une conversation avec la marque et tu poses une question ouverte. Comment tu as entendu parler de nous ? Ou nous, on dit, est-ce que tu fais partie de la team Match All Over ? On teste plusieurs trucs pour voir ce qui génère le plus d'engagement. Mais dis merci, tout simplement, quoi. C'est la base. Et du coup, on essaye de construire tout ça pour que le jour où je sais qu'on est prêt au niveau logistique, au niveau colis, au niveau partenaire, au niveau stock, hein, parce que nous, on s'est déjà fait 3 mois de rupture de stock sur les 8 mois. C'est un enfer à gérer, parce que quand tu fais un coup marketing qui marche super bien... Faut assumer derrière. Et oui, et puis le matcha, nous, il est frais, c'est-à-dire que les feuilles sont récoltées lors de la première récolte qui se fait en avril-mai, on va dire, selon la météo, selon tout ça, selon la saison, quoi. Donc c'est avril-mai, c'est là que tu fais le meilleur matcha. Les feuilles sont séchées, récoltées. Bon, il y a plusieurs étapes, je vous épargne ça. Et après, en fait, nous, elles sont mises en poudre à la demande, entre guillemets. Et il faut savoir que pour faire 30 grammes de ce matcha-là, c'est 1 heure sur une meule en granit pour que faire... C'est juste ces 30 grammes. Pourquoi ? Parce que si c'est pas du granit, ça chauffe. Genre, il y a beaucoup de l'inox, typiquement, ce qui se vend dans les autres marques, entre guillemets. Il y a beaucoup d'inox, mais du coup, ça chauffe. Donc, ça vient dénaturer le produit. Si tu vas trop vite, tu crées de la chaleur, tu crées de l'énergie. Donc, tu brûles ton produit aussi, ce qui fait souvent l'amertume du matcha, une mauvaise... Nous, c'est une poudre qui est très fine, du coup. T'as même pas besoin de la passer au tamis avant. Il n'y a pas de grumeaux, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, ça pose un énorme problème parce que c'est fait au Japon. Le Japon, c'est loin. Et du coup, pour gérer tes stocks, faut bien anticiper. Sauf que quand t'es en lancement, que le mois d'avant, t'en vends 200, et là, ce mois-là, on est le 12, t'en as déjà vendu 300. Moi, je me suis fait 3 mois de rupture de stock sur les 8 mois, tu vois. Donc, ça, c'est difficile à gérer. Mais par contre, une fois que tout ça est prêt, je sors ticket joker, publicité. Ouais, qui est quand même ton expertise principale. Exactement. Mais j'ai vraiment envie de travailler tout le reste, d'apprendre, de faire toutes les erreurs possibles. Parce qu'en fait, les gens voient la publicité comme c'est mon vendeur, je vais mettre de la pub, je vais tout scaler. Alors qu'en fait, c'est un accélérateur, encore une fois. Ici, moi, j'appelle ça le syndrome de la passoire. Si ta stratégie, ton entonnoir de conversion, il y a des trous de partout, que tu n'arrives pas à garder les gens, que tu as des mauvais taux de conversion, que ton panier moyen est faible, toutes ces choses-là, Facebook te prend l'argent. Donc après, c'est quand toi, tu donnes l'argent à Facebook, comment faire en sorte pour que ça marche très, très bien. Et tu as soit tout ce que tu fais sur la plateforme, et ça, moi, je sais que je vais bien le faire, mais après, tu as tout ce qui se passe après, et ça, c'est pas mon business de base. Donc, je veux que quand une personne arrive sur mon site, bam, on récupère tout, le mail, le site, machin, elle achète, elle kiffe. Quand elle ouvre son colis, elle recommande, qu'elle adore. Il y a le petit parfum qui fait que tu crées vraiment un écosystème. Et une fois que tu as créé ça, là, tu ouvres les portes. Et en fait, ce que j'explique souvent, c'est comme si tu faisais un magasin, un restaurant. Tu ouvres un restaurant, et en fait, les gens qui font de la pub avant même de penser à tout ça, c'est t'as pas réfléchi à qui était ton chef cuistot, t'as pas préparé ta carte,
t'as peut-être une table et 2 chaises, et tu te dis vas-y, je vais ouvrir les portes et je vais faire de la publicité. T'as 200 personnes qui arrivent devant ton restaurant, t'as rien qui est fait pour. Ouais, c'est la même typologie d'expérience. Et du coup, moi, je suis en train de construire mon restaurant. J'ai la porte entrouverte, on fait des tests, et le jour, carte joker, publicité, et là, on envoie. Ok, trop cool, hyper intéressant. Il nous reste une dizaine de minutes. On va pouvoir passer à la partie finale du podcast avec quelques plaisir. petites questions rapides. Évidemment, chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Moi, souvent, je dors. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Dès que j'ai eu des périodes de stress, de tristesse, de mauvais mood, ou même quand t'es malade ou quoi, je dors. Mais vraiment, j'hésite pas à dormir, j'hésite pas à faire ma sieste. Quand tu te couches tôt, je trouve que... et que tu te réveilles naturellement, en fait, c'est trop bien. C'est tellement facile, mais tu te sens tellement bien dans ta journée quand t'as bien dormi, que... Ouais, ça permet de recharger les batteries. Exactement, ça permet de recharger les batteries. Tu te lèves le matin, t'es pas fatigué, t'es pas stressé, t'es pas en retard sur ce que tu dois faire parce que tu t'es réveillé naturellement tôt. Et puis la journée, des fois, j'ai des journées de merde. Je mange, je me fais un gros plat de pâtes, au moins ça me cale. Je vais dormir. Et après, je me réveille, petite douche froide pour te redonner un petit coup de boost. Et puis après, petit matcha et c'est reparti. Évidemment. J'aurais dû d'ailleurs peut-être commencer par le matcha. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Je m'attendais bois à du matcha, ouais. pas forcément. Ça aurait peut-être été trop Mais commercial. dormir, c'est vraiment, vraiment la base. Moi, je dors beaucoup, beaucoup. Non, je suis pas un gars qui dort 12 heures par nuit. Mais j'hésite pas à dormir quand il faut, quoi. C'est quoi ton plus grand rêve? De te sentir un peu bien tous les jours quand tu te réveilles, tu vois. Il y a pas forcément cet aspect succès, argent, business, famille, étranger, appartement ou villa. J'ai pas... Moi, mon rêve, c'est... J'ai pas une image dessus. J'ai plus un ressenti. Et c'est de te réveiller et tu te dis, aujourd'hui, ça va être une bonne journée et j'ai ce qu'il faut autour de moi pour que je me sente bien. Mais aujourd'hui, j'ai pas de cas concret sur qu'est-ce que ça va être. Est-ce Donc, que c'est c'est déjà une très femme, bien. des enfants, 2 chiens, une piscine vue mer? Est-ce que j'habiterai en Corse? Est-ce que j'habiterai à Bali? J'arrive pas à imager ça, mais en tout cas, c'est un ressenti de... Tu sais, que tu te réveilles, tu te dis, ok, je vais pas avoir de stress, j'ai que des gens qui m'entourent aujourd'hui, avec qui ça se passe bien, je suis heureux, je suis bien, et c'est même pas je suis heureux, c'est je me sens bien, tu vois. À l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, ça serait de me laisser entraîner par un peu toute la pression qui est sociale, le regard des autres et ces choses-là, qui font que t'es pas vraiment épanoui, t'es pas heureux, mais que tu continues un peu l'effet boule de neige, des choses un peu négatives. Et quand j'ai lancé mon agence, que j'ai démissionné, j'ai quitté justement Facebook où je gagnais très bien ma vie pour gagner rien au début. Et du coup, je me suis mis dans ce truc-là et en fait, j'étais vraiment pas bien. Et je dirais que c'est peut-être de revenir dans ce schéma-là de tu te prends pour un mec déter, tu fais des choses, il y a des chiffres, ça, il y a de la croissance, mais en fait, tu te lèves le matin, tu fais de l'eczéma, je faisais de la pelade à cause du stress, tu te lèves et t'es stressé. C'est plus, ouais, c'est vraiment un stress de pas savoir quoi faire et surtout de pas m'en rendre compte. Tu vois, moi, c'est vraiment ce truc de. Si, de des fois, je me mets dans des états de dans un stress, mais tunnel. exactement, je me dis, là, je dois lancer un nouveau produit. Pendant 2 semaines, je vais charbonner. Je vais pas faire ça. Je vais faire que aller au sport. Je vais pas aller voir mes potes, justement. Je vais rester chez moi. Je vais pas me sociabiliser. Ce sera pas la best life, mais c'est pas grave, tu vois. Et du coup, forcément, t'as du stress, t'as l'anxiété. C'est normal dans la vie d'entrepreneur. Mais le pire, ce serait pas m'en rendre compte et d'y rester et de tomber là-dedans. Tu vois, dans un cercle où tu veux toujours plus, mais au final, t'es pas heureux et pas épanoui. Dans une roue de hamster. Hein. C'est ça. Mais je sais que ma mère sera là en tant que bonne coach de vie et maman aussi pour me dire hop, carton jaune, on va se poser, on va discuter. Et elle l'a déjà fait plusieurs fois et j'en suis très reconnaissant. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué? En fait, je dirais Le Petit Prince. Parce que Le Petit Prince, c'est le dernier, parce que c'est très souvent le dernier. Je pense que je l'ai lu 100 à 150 fois. C'est un livre qui m'a accompagné dans des étapes très fortes de ma vie et qui reflète tellement cette société. Et justement, dès que je sors de ce truc de... Je me mets dans ce truc de faut que je travaille, faut que ci, faut que ça, nana. Tu lis Le Petit Prince et en fait, beaucoup de gens qui lisent Le Petit Prince l'ont lu soit trop tôt, soit n'ont pas compris parce qu'ils étaient trop jeunes. Mais il reflète la société, mais tellement. Et moi, dès que je rencontre une personne, je l'offre
et je te l'offrirai si tu veux. Je sais pas la dernière fois que tu l'as déjà lu. Ça remonte. Bah, je te l'offre avec grand plaisir parce que c'est très simple, c'est très facile, c'est très imagé. C'est tout sauf un livre pour les enfants. Vraiment, c'est un livre pour les adultes. Et parce qu'il te ramène à ce côté, garde ton imagination, garde tes rêves et ne deviens pas une grande personne qui, dans le mauvais sens du terme, qui qualifie en fait des adultes qui sont là-dedans et qui savent pas pourquoi et qui restent là. Et en fait, ils voyagent de planète en planète et ils représentent tous les différents adultes de notre société. Et en fait, tu prends conscience de tout ça, à la fois des personnes autour de toi, mais aussi de toi, où est-ce que tu te situes, de quel personnage t'es le plus proche. Et pour te dire, c'est vrai que là, je suis vraiment un bouseux, quoi. Genre, je suis sorti de ce rêve, je suis sorti de tout ça. Et moi, c'est un truc que j'espère avoir toute ma vie. C'est ce côté rêveur et ce côté, mais pourquoi, tu vois? Et voilà. Et je marche beaucoup aussi au ressenti. Et quand il dit l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est parce que c'est le fonctionnement, c'est comment, tu vois, tu vas ressentir les choses. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est bon, c'est évident. Tu m'as donné envie de le relire. Et franchement, à tout le monde qui écoute, il coûte pas cher, il est facile à lire, en une journée il est lu. Et ouais, je pense que je l'ai lu bien 150 fois, que ce soit en audio, que ce soit... j'ai plusieurs tomes, j'ai les collections pour les 80 ans du Petit Prince. Vraiment, je kiffe ça. Grand fan. J'ai même un poster, ouais. Okay. C'est quoi le dernier film ou la dernière série qui t'a marqué? Qui m'a marqué... Alors déjà, je regarde très peu de films et très peu de séries. Parce que j'ai beaucoup de mal à rester concentré si je suis pas pris par le film et par la série. Classique, un peu Monte Cristo, mais ça faisait peut-être 6 ans que j'étais pas allé au cinéma, tu vois, pour te dire. Donc je regarde pas beaucoup de films. Sinon, ça va être du Netflix ou du YouTube. Mais pour faire actualité, tiens, je dirais le documentaire d'Inoxtag sur l'ascension de l'Everest. Kaizen. Exactement. Pourquoi? Plusieurs raisons. Très marrant. Mes potes, pour mes 30 ans, en juillet, m'ont offert l'ascension du Mont Blanc. Donc, juin prochain, je vais faire l'ascension du Mont Blanc et on se prépare tous ensemble, on est 7 à le faire. Et du coup, c'est trop marrant d'aller voir un reportage sur quelqu'un qui va faire l'Everest, la préparation et toutes ces choses-là. Et parce que je trouve que le message est assez cool et qu'en plus, on peut critiquer ce qu'on veut critiquer, tout le monde critiquera toujours. Mais il a un message qui est beau et en fait il est regardé, là il a fait le buzz parce qu'il était regardé par tout le monde, mais de base il a une audience qui est très jeune et le message qu'il donne à ces jeunes là est fort. Et toi, quand t'es adulte entre guillemets, que t'as cette prise de conscience de ce truc de alors oui, il faut pas rester tout le temps sur le téléphone, faut aller dans la nature, il faut découvrir, faut oser sortir de sa zone de confort, on l'a dans tous les podcasts, on l'a dans tous les livres, on l'a dans partout, mais à 90%, on l'applique pas, déjà de 1, donc c'est cool d'avoir un petit piqueur de rappel. De 2, de faire comprendre aux jeunes que il faut découvrir la nature, il faut aller voir. J'en suis sûr que ça a donné envie à plein de personnes, à la fois de se lancer au niveau entrepreneurial, dans le sens, moi je faisais du Minecraft, après je faisais du Minecraft 3D, après je faisais des logos, pour au final devenir youtubeur, et au final faire ça et pouvoir réaliser mes rêves. Et dans un second temps, aussi, faire comprendre aux parents que ton gamin qui est derrière ton ordinateur, au final, il est pas forcément en train de gâcher sa vie, il est peut-être en train de construire quelque chose. Et c'est ça pour moi le message le plus fort, c'est de faire comprendre aux parents qu'on fait pas n'importe quoi. Parce que moi, c'est un peu là-dedans que je me suis retrouvé, à la fois pour le côté Mont Blanc, mes potes m'ont offert ça, et puis là il y a le reportage, c'est trop marrant, mais aussi le côté... je geekais sur mon ordi, justement parce que je voulais comprendre pourquoi. Je faisais des sites internet. Moi, j'organisais des soirées. J'étais DJ en boîte de nuit, j'avais 15 ans, tu vois. Après, j'organisais des soirées, j'en avais 17. Je suis parti mixer en Chine pour la première fois, du coup, j'en avais 18. Et je faisais des sites internet, je faisais de la publicité, j'ai passé mes certifications Google et Facebook, avant même de travailler chez Google et Facebook, mais je geekais derrière mon ordi. Et mes parents, ils étaient là en mode... range ta chambre, viens manger à table. Et moi, dès que j'avais fini de manger, je retournais derrière mon ordinateur. Mais je faisais pas n'importe quoi, parce que j'ai appris à faire des sites internet. C'est comme ça que j'ai commencé à payer mes études. J'ai fait tout mon réseau quand j'ai commencé en tant que DJ. Tout mon réseau, j'organisais des pages Facebook, j'essayais de comprendre comment faire venir des gens sur les pages Facebook. J'avais trouvé, mais j'avais 16 ans, 17 ans.
des bots qui allaient liker tous les gens de mes amis pour les inviter à la page Facebook. Tu pouvais monter à 40 000 invitations. Et en fait, tu fais plein de choses avec l'ordinateur. Et c'est pas parce que tu es sur Facebook que tu vas devenir quelqu'un qui travaille chez Facebook ou qui va devenir un informaticien. Pas parce que tu fais des sites internet que tu vas finir web développeur. Mais ça crée une énorme curiosité. Ça crée un sens de autodidacte qui est hyper fort, qui t'emmène, te fait connaître des gens, avoir des compétences qui au final t'amènent là où t'as envie. La dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Moi je dirais c'est quelqu'un qui aime comprendre pourquoi. On en revient toujours au même. Très relié. Et qui est OK pour venir trouver des solutions à des problèmes. C'est vraiment quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. En gros, c'est les problèmes vont venir. T'as beau réfléchir à tout ce que tu veux, les problèmes seront là. Mais prendre du plaisir, entre guillemets, à résoudre des problèmes et être capable de sortir de sa zone de confort aussi pour venir résoudre ces problèmes-là. Souvent, c'est ce que je dirais quand des gens veulent créer leur boîte. Je me dis, est-ce que c'est des gens qui c'est un peu ce fameux... tu sais que ça va arriver, tu l'acceptes, tu vois, parce que c'est là, et tu vas faire en sorte que tu vas résoudre ce problème, quoi. Et au moins, ce sera beaucoup plus pratique. Très relié avec tout ce qu'on s'est dit. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Pour cet échange, j'espère que ça t'a plu. Toi aussi qui nous totalement. as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous tes liens en description, les liens de Maison Matcha évidemment pour goûter ce matcha, parce que forcément t'en as parlé dans cet épisode, donc je pense que ça donne envie aussi de le goûter, de le tester. N'hésitez pas. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plaisir, bonheur. Hein. Voilà, du kiff. Du kiff, franchement. Merci c'est vraiment beaucoup. le kiff. Merci à toi en tout cas et ravi d'avoir fait cette Avec plaisir.